Bonjour à tous, merci de nous faire confiance. Vous êtes sur la première chaîne YouTube à travers le monde, Télé Tchangu. Nous sommes à Kinshasa. Vous savez, la République démocratique du Congo est confrontée à un problème de terre. Les chefs coutumiers, autorités traditionnelles et l'État, en tout cas, se disputent de l'appropriation de terres. Ce problème engendre beaucoup de procès judiciaire ici en RDC. C'est dans ce cadre que la Commission nationale de la réforme foncière a tenu une réunion des cellules techniques pour analyser et traiter de ce problème, afin de présenter une politique des réformes foncière de la République démocratique du Congo. Un atelier se prépare déjà dans quelques jours et les conclusions de cette réunion vont être présentées au cours de cet atelier qui va se tenir ici à Kinshasa, l'atelier national qui va prendre toutes les considérations liées aux affaires foncières en République démocratique du Congo. Je vous laisse donc suivre ce qu'a été la réunion d'aujourd'hui organisée par la cellule technique de la CONAREF. L'avantage de prendre la parole devant cette auguste assemblée au nom du ministre des Affaires foncières pour souhaiter à chacun de vous la bienvenue dans ce somptueux cadre de restaurant Zamani, site qui nous reçoit aujourd'hui pour faire le suivi des recommandations de la 5e session de la cellule technique et d'examiner le draft 2 du document de politique foncière nationale. C'est ici l'occasion de remercier le programme d'appui à la réforme foncière et de renforcement des capacités de l'administration foncière à travers la CONAREF et ses partenaires habituels, ici représentés, et de centrer toute notre attention sur l'état et le processus de la réforme foncière et d'évaluer le niveau d'avancement des travaux à travers les groupes thématiques qui ont fait objet de nos travaux antérieurs. Les objectifs de cet atelier étant d'examiner le draft 2 du document de politique foncière nationale et de procéder à son approbation ainsi que de jeter un regard sur les recommandations de la 5e session de la cellule technique. Ces objectifs pourront permettre de nous rassurer tous et de rassurer tous les délégués ici présents que les membres des différents groupes thématiques ont réellement fait leur travail. Pour toutes ces raisons, je vous exhorte donc de donner le meilleur de vous-même pour qu'à l'issue de cette réunion, nous puissions être tous rassurés de la préparation intellectuelle du document de politique foncière nationale qui sera effective et efficiente. C'est en ces termes, mesdames et messieurs, distingués invités, que je déclare ouverte la 6e session de la cellule technique de la Commission nationale de la réforme foncière et je vous remercie pour votre attention. S'agissant du compte rendu de la réunion, de la dernière réunion de la cellule technique, cette réunion a eu lieu en 2019, mais compte tenu des problèmes liés au Covid et beaucoup de paramètres, nous n'avons pas tenu cette réunion de la cellule technique. Nous voulons, mais c'est maintenant que nous relançons les différentes réunions de la cellule technique. Et donc, les comptes rendus, c'est juste pour voir si c'est ce qui avait été dit et reflété dans les comptes rendus. Et étant donné qu'avec les différents remaniements, tout le monde est nouveau aujourd'hui, tout le monde n'était pas à la réunion, à la dernière réunion. Nous allons donc nous limiter par formalité
de lire tout simplement les comptes rendus sans autre commentaire, puisque vous n'étiez pas à la dernière réunion. Et la réunion d'aujourd'hui, en fait, nous allons essentiellement centrer nos observations sur les grandes options du document de politique foncière nationale. Et nous voulons recueillir vos commentaires. Et s'il y a des points à débattre, on peut les débattre. Et je pense que si nous réussissons aujourd'hui à avoir vos observations, on aura fait un grand travail pour la réunion d'aujourd'hui. Bonjour, mot de bienvenue du président de Séan et président de la cellule technique, monsieur le secrétaire général aux affaires foncières. 2. Présentation de l'ordre du jour de la 7e session ordinaire de la cellule technique. Il y a un problème d'ordre de numérotation de ces réunions. 3. Lecture et adoption du compte rendu de la 6e réunion ordinaire tenue le 4 décembre 2018 et suivi de recommandations. 4. Présentation et adoption du PTBA 2019. 5. Partage des observations sur le paquet des livrables ayant été soumis à la session de décembre 2018. Ces paquets contenaient les outils de renforcement de capacité de la CONAREF adoptés en interne, le draft 1 de la politique foncière, 3. Les guides méthodologiques théoriques et pratiques des systèmes d'information foncière et ses outils. 6e point plutôt de la réunion, c'était la présentation du plan opérationnel 2e semestre 2019, stratégie des consultations sur le draft de la politique foncière nationale et sa mise en œuvre, ainsi que l'agenda et le fonctionnement des groupes thématiques. 7e point, préparation de l'ordre du jour de la 5e réunion ordinaire du comité de pilotage, et au 8e point, c'était les divers. Contexte. Dans le cadre de son fonctionnement normal, la cellule technique a tenu sa réunion ordinaire le 4 décembre 2018. Pour faire le suivi des recommandations de cette réunion et examiner la suite des dossiers de fonctionnement de la CONAREF, la tenue d'une nouvelle réunion ordinaire était d'une impérieuse nécessité. Initialement prévue pour le mardi 13 août 2019, elle a finalement été fixée pour le mardi 3 septembre 2019, après plusieurs tâches urgentes telles que les nombreuses réunions d'harmonisation de vues sur le protocole d'accord entre l'ONU Habitat et la CONAREF, la mission de vérification indépendante des programmes du portefeuille FONARED, la préparation et le lancement des consultations provinciales sur le draft 1 du document de la politique foncière nationale. En effet, lors de la dernière réunion du 4 décembre 2018, une série de dossiers techniques de la CONAREF avait été soumise à l'analyse des membres de la cellule technique. Mais ces documents-là n'avaient pas été tous traités pour être présentés au comité de pilotage. Par ailleurs, lors de la dernière retraite de planification tenue en Mboula Lodge de Kisantu en février 2019, en abordant les résultats atteints en 2018, les membres avaient notamment décidé que les dossiers en rapport avec le plan et la stratégie de communication de la CONAREF, le projet de document des manuels de gestion de la CONAREF, le plan de renforcement des capacités des parties prenantes de la CONAREF soient remis en contexte en faisant objet d'une dernière lecture avant d'être soumis au comité de pilotage. Le plan de budgétisé de travail annuel 2019 fait aussi partie des dossiers urgents à finaliser. Ainsi, en prenant en compte différents dossiers soumis en décembre 2018, et ayant nécessité de la part des membres de la cellule technique un peu plus de temps de lecture afin d'apporter des observations constructives et avec la vague des nouveaux dossiers accumulés au premier semestre 2019, la tenue des réunions régulières de cet organe s'impose. Déroulement de la réunion. En ce qui concerne les participants, devaient participer à cette réunion 3 catégories de personnes. Les membres de la cellule technique, le staff du secrétariat permanent et des personnes invitées, en l'occurrence le chargé de programme d'appui à la réforme foncière pour l'élaboration de la politique foncière nationale et les 3 consultants. Sur les 21 membres qui constituent la cellule technique de la CONAREF, 13 ont été représentés, 2 membres empêchés se sont fait représenter, 2 membres ne faisant plus partie des structures qui les avaient délégués à la CONAREF n'ont pas été remplacés par leurs structures respectives, à savoir
la présidence de la République et la primature. Et enfin, 2 membres ont été absents. Au total, 24 personnes, dont 5 femmes et 19 hommes, ont pris part à cette session de travail. Les détails se trouvent repris sur la liste de présence en annexe au présent rapport. Ouverture de la réunion. Le président de séance, le secrétaire général aux affaires foncières, a débuté la réunion en prononçant un mot de bienvenue à l'intention des membres. Dans son discours, il a relevé l'importance dans le processus de la réforme foncière en cours de l'organe cellule technique. Il a ensuite invité chacun des membres à se présenter étant donné que certains membres ont fait leur entrée pour la première fois dans l'équipe à la suite des changements intervenus dans certains ministères depuis les élections générales de fin 2018. Les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion ont été présentés par le modérateur du jour et soumis à l'approbation de l'Assemblée par le président des séances. L'ordre du jour a été adopté à l'unanimité et sans amendement. Examen des points inscrits à l'ordre du jour. Sous la direction du président des séances, les membres de la cellule technique ont patiemment examiné les différents points inscrits à l'ordre du jour. Premier point, lecture et adoption du compte rendu de la 6e session ordinaire tenue le 4 décembre 2018 et suivi des recommandations. La lecture intégrale du compte rendu de la réunion de la cellule technique du 4 décembre 2018 a été faite par l'expert en suivi et évaluation du secrétariat permanent de la CONAREF, qui représentait le coordonnateur appelé en consultation par le nouveau ministre des Affaires foncières. Le président des séances a invité les membres à proposer les amendements potentiels sur le compte rendu après avoir observé que ce compte rendu était examiné 9 mois plus tard que le moment où il aurait dû l'être. Les remarques des membres de la cellule technique ont essentiellement porté sur le niveau d'avancement des livrables du programme d'appui à la réforme foncière qu'il faut quantifier, sur la chronologie de la réalisation de ces livrables, sur des questions d'explicitation de certains paragraphes non clairement retranscrits et sur quelques coquilles à corriger. Au-delà des amendements et dans le cadre de suivi des recommandations, certains membres ont posé des questions pour obtenir des explications qui justifient certains faits tels que la cause des perturbations de la tenue des réunions statutaires des organes de la CONAREF ou encore le souci de nouveaux membres d'obtenir les copies des documents soumis à l'examen de la session précédente de la cellule technique. Le compte rendu a été adopté moyennant amendements proposés par les membres de la cellule technique présents et qui sont en conformité avec le contexte du processus de la réforme foncière de décembre 2018. Deuxième point examiné, présentation et adoption du plan de travail budgétaire annuel 2019. Le plan de travail budgétisé annuel pour 2019, PTBA 2019 de la CONAREF a été présenté. Toutes les activités qui y sont prévues sont signalées comme non réalisées pendant tous les mois écoulés de l'année 2019, où elles étaient censées se dérouler. Ce qui a amené le président des séances à poser la question de savoir si l'argent prévu pour ces activités était disponible. La représentante de l'ONU Habitat, présente dans la salle, a confirmé que l'argent était là pour les activités. Il y avait néanmoins eu des difficultés pour le décaissement au début de l'année. Pour le moment, avait-elle poursuivi, tout est réglé du fait que l'accord qui venait d'être signé entre la CONAREF et l'ONU Habitat mettait l'argent à la disposition de la CONAREF pour une partie des activités et d'autres activités seraient organisées avec des fonds gérés par l'ONU Habitat et les agences locales d'exécution recrutées par l'ONU Habitat à cet effet. Le président des séances a rappelé la complexité de la gestion de ces moyens financiers mis à disposition de la République et destinés à être utilisés à la CONAREF via l'ONU Habitat qui, à son tour, doit passer par le PNUD pour le décaissement. D'où 2 préoccupations soulevées. La première, comment utiliser cet argent alors qu'il ne reste que 3 mois pour réaliser la masse des activités inscrites dans le PTBA 2019. 2. En retour, quel sera le comportement de la CONAREF par rapport à l'argent qui sera mis à sa disposition?
Seule la première question a été considérée et les membres de la cellule technique ont convenu, pour ce qui concerne leur organe, de tenir 2 réunions par mois, une ordinaire et une extraordinaire, de 2 jours chacune, d'ici la fin de l'année 2019, s'entend, en vue de rattraper le retard accumulé en termes de documents à traiter et de budget à consommer. Au cours des échanges, les membres de la cellule technique ont aussi eu à se prononcer sur, premier tiré, la représentation des ministères sectoriels à la cellule technique par des membres de l'administration désignés par leurs secrétaires généraux et recommandés à la CONAREF par une lettre de leur ministre de tutelle. Deuxième tiré, la tenue d'une réunion extraordinaire d'information et de mise à niveau de nouveaux membres élargis aux délégués des cabinets ministériels. Troisième tiré, la tenue d'une réunion extraordinaire de la cellule technique au cours de laquelle les agences locales d'exécution recrutées par l'ONU Habitat pour la facilitation des décaissements des fonds pour les activités de la CONAREF sur terrain devront présenter le plan d'intervention pour cadrage, le rapport de démarrage de leurs activités et le rapport de l'état d'avancement de leur intervention sur le programme. La précision suivante a été apportée à ce propos lorsque la déléguée de l'ONU Habitat a relevé que ces agences n'étaient redevables qu'à l'ONU Habitat. Je cite, « Même si ces agences ont signé un contrat avec l'ONU Habitat, leur travail ne peut pas se faire en dehors de la CONAREF et, donc, sans que la cellule technique, qui a une grande responsabilité pour l'aboutissement de cette réforme, ne soit suffisamment informée et ne valide les différentes interventions. » Fin de citation. Le PTBA 2019 a été adopté à l'unanimité par les membres présents à la réunion avec la ferme recommandation au secrétariat permanent et à l'ONU Habitat de préparer le prochain PTBA 2020 à temps pour son adoption par la cellule technique avant le début de l'année sur laquelle il porte. Au secrétariat permanent de la CONAREF, la cellule technique a recommandé la préparation d'un plan de travail budgétisé annuel global pour l'ensemble du processus de la réforme foncière, incluant les PTBA partiels des différents programmes spécifiques mis en œuvre avec les différents partenaires. Le PTBA, comme ils sont nombreux peut-être pour la première fois, le PTBA c'est... Ah, ok, je m'excuse, je reprends. PTBA, P pour plan, T pour travail, B pour budgétisé et A pour annuel. Plan de travail budgétisé annuel. Merci. Troisième point examiné, partage des observations sur le paquet des livrables ayant été soumis à la session de décembre 2018. Je peux peut-être préciser que là aussi, livrables, il s'agit des documents produits en guise de résultat du travail réalisé par la structure et qui sont requis par le programme que nous sommes en train de mettre en œuvre. Il était question de faire l'économie des différents livrables par jalon du programme d'appui à la réforme foncière sur financement FONARED non examiné lors de la dernière session de la cellule technique, afin d'obtenir les avis et considérations de celles-ci avant de les porter sur la table de travail de la prochaine réunion du comité de pilotage. Jalons, je voudrais l'expliquer, ce sont les repères qu'on s'est fixés dans le travail qu'on exécute. Voilà un peu. Concernant le livrable draft 1 de la politique foncière nationale, un membre qui a participé aux premières consultations provinciales menées sur le document a remarqué que la dimension environnementale a été omise dans la présentation du document et qu'il était urgent de corriger cette inadvertance. Le président de séance a demandé que toutes les observations soient remises par écrit au secrétariat permanent au cours des 2 prochaines semaines. Quatrième point examiné, présentation du plan opérationnel 2e semestre 2019. Le modérateur, M. Raphaël Kassongo, a rapidement expliqué aux membres de la cellule technique la motivation de l'agencement des dates
tel que cela apparaissait dans le plan opérationnel présenté. La commémoration solennelle par l'ONU Habitat en collaboration avec le comité d'organisation du Salon Expo Béton, dont la 4e édition se tiendra à Kinshasa du 19, c'est dans le passé, au 12 septembre 2019, de 20 ans de présence de l'ONU Habitat 100 ans en République démocratique du Congo, et la cause du réaménagement du calendrier des activités du programme d'appui à la réforme foncière. À propos des groupes thématiques, il a été expliqué aux membres de la cellule technique que l'existence de ces groupes thématiques a été sollicitée par le coordonnateur du secrétariat permanent au vu de la quantité de travail et de la rigueur scientifique à y apporter pour épauler la cellule technique elle-même. Les groupes thématiques ne commenceront à fonctionner qu'entre septembre et octobre 2019. La première session aura aussi un objectif de mise à niveau de l'ensemble des experts sur le processus de la réforme. L'examen du draft 1 de la politique foncière nationale et des guides méthodologiques du système d'information foncière, SIF en abrégé, tout en les invitant à valider ces outils. Par la suite, une session spécifique se tiendra avec un nombre réduit de ces experts sur le cadre juridique de la réforme foncière. Et il en sera de même pour d'autres aspects spécifiques du travail tout au long du programme d'appui de la réforme foncière et tout au long du processus de la réforme foncière prise globalement. Certains noms figurant sur la liste des experts des groupes thématiques ont été énergiquement contestés. 2 noms, dont celui d'un membre du secrétariat général aux affaires foncières et celui d'un membre de la cellule technique, ont été proposés pour être intégrés parmi les experts des groupes thématiques. L'expert suivi évaluation a dû expliquer que le travail que feraient les experts des groupes thématiques serait destiné aux membres de la cellule technique pour examen et adoption avant validation par le comité de pilotage. Les explications du modérateur en ce qui concerne les consultations provinciales en cours sur le draft 1 de la politique foncière nationale ont suscité 2 préoccupations essentielles dans le chef des membres de la cellule technique, à savoir comment intégrer ceux d'entre eux qui souhaitent faire partie des équipes d'animation des consultations provinciales et aussi intégrer parmi les participants en province les membres des structures coutumières chargées de régler les conflits dans certains terroirs de la République. 5e point examiné, préparation de l'ordre du jour de la 5e réunion du comité de pilotage. La liste ci-dessous est l'ordre du jour proposé par le secrétariat permanent pour la prochaine réunion du comité de pilotage. 1. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion précédente tenue en juin 2018. 2. Suivi de la mise en œuvre des recommandations. 3. Présentation de l'état d'avancement du projet de la réforme foncière. Rapport synthèse. 4. Présentation des livrables à valider, à savoir le plan de travail budgétisé annuel 2019, les manuels des procédures et règlements intérieurs, la réunion des partenaires techniques et financiers et les enjeux de financement de la réforme foncière, et enfin la date de la prochaine réunion. Après débat et délibération, l'ordre du jour a été allégé avec recommandation pour le président des séances et le secrétariat permanent de préparer une note technique faisant la synthèse de l'évolution du processus de la réforme foncière à remettre aux membres du comité de pilotage avec copie pour information au président de la République et au Premier ministre. En définitive, l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité de pilotage se présente comme suit. 1. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion précédente, juin 2018. 2. Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la réunion de juin 2018. 3. Présentation du rapport synthèse de l'état d'avancement du processus de la réforme foncière. 4. Fixation de la date de la tenue de la prochaine réunion. 5. Divers. Le 6e point examiné au cours de cette réunion du 3 septembre 2019 était le divers.
La réunion ayant duré plus longtemps que prévu, les membres ont eu à aborder plusieurs sujets qui pouvaient être traités sous ce point. Cependant, 2 membres ont posé le problème de paiement d'une prime aux membres de la cellule technique pour travaux intenses comme la tâche qu'a la cellule technique dans ce processus de la réforme foncière. 4e point du compte-rendu, synthèse des recommandations de la session. Au total, nous avons 10 recommandations. La première, préciser le niveau d'avancement des livrables du programme d'appui à la réforme foncière dans le compte-rendu de la réunion du 4 décembre 2018. Deuxième, fournir par le secrétariat permanent les documents sur les outils de renforcement des capacités de la CONAREF adoptés en interne, le draft 1 de la politique foncière, le guide méthodologique théorique et pratique du système d'information foncière et ses outils aux nouveaux membres de la cellule technique afin qu'ils soient en mesure de fournir leurs observations sur les 10 documents dans les 14 jours qui suivent. Troisièmement, partager par les membres de la cellule technique leurs observations en ligne ou en dur avec le secrétariat permanent dans les 2 semaines à dater de la présente réunion. Quatrièmement, d'ici la fin de l'année 2019 s'entend, tenir 2 réunions de la cellule technique par mois, dont une réunion ordinaire et une autre extraordinaire de 2 jours chacune. 5. Tenir une réunion extraordinaire d'information et de mise à niveau de nouveaux membres élargis aux délégués des cabinets ministériels. 6e, tenir une réunion extraordinaire de la cellule technique au cours de laquelle les agences locales d'exécution recrutées par l'ONU Habitat pour la facilitation des décaissements des fonds pour les activités de la CONAREF sur terrain devront présenter le plan d'intervention pour cadrage, le rapport de démarrage de leurs activités et le rapport de l'état d'avancement de leur intervention sur le programme. Le secrétariat permanent et l'ONU Habitat doivent préparer le prochain plan de travail budgétisé annuel 2020 à temps pour son adoption par la cellule technique avant le début de l'année sur laquelle il porte. 8e, préparer par le secrétariat permanent un plan de travail budgétisé annuel global pour l'ensemble du processus de la réforme foncière. 9e, intégrer en toute urgence la dimension environnementale qui a été omise par inadvertance dans le draft 1 du document de la politique foncière nationale. 10e, étant donné que depuis 2017, aucune rencontre avec les partenaires techniques et financiers n'a eu lieu, il a été demandé au coordonnateur de la CONAREF de voir le ministre des Affaires foncières dans un bref délai afin d'organiser cette réunion devant offrir l'opportunité d'approcher d'autres partenaires et de mobiliser des fonds pour le processus de la réforme foncière. Je vous remercie. La CONAREF a des organes. Le premier organe, c'est le comité de pilotage. Le comité de pilotage est constitué de tous les ministres dont les activités ou les attributions ont un rapport avec le foncier. Les mines, c'est sur la terre, l'environnement, c'est sur la terre, l'agriculture, c'est sur la terre. En fait, c'est pour faciliter une interaction entre les ministères et voir comment, sur le plan réglementaire, on peut voir les choses dans la même direction. Le deuxième organe de la CONAREF, c'est la cellule technique qui s'est réunie ce jour. Le comité de pilotage constitué des ministres, la cellule technique constituée des experts. C'est en fait l'organe qui a pour tâche de pouvoir examiner les livrables avant de les présenter au comité de pilotage pour décision. Puisque c'est le comité de pilotage qui a reçu de pouvoir décider. Et cette cellule technique, c'est en fait aussi l'organe de représentation de tous les acteurs au processus.
il y a les ministères sectoriels qui sont là, il y a les chefs coutumiers, le monde scientifique, les secteurs privés, vous avez vu que la FEC est aussi représentée, la société civile, etc. Le troisième organe, c'est le secrétariat permanent qui a pour tâche d'assurer la gestion quotidienne du processus. Et le quatrième organe, ce sont les coordinations provinciales. En un mot, la CONAREF a 3 livrables à produire. Le premier livrable, c'est de doter le pays d'un document de politique foncière nationale. Nous nous réunissons d'ailleurs pour ce premier livrable, parce qu'il y a un atelier qui est prévu du 15 au 17 novembre 2021 à Pullman pour pouvoir valider les documents de politique foncière nationale. Ce document a fait l'objet de consultations dans les 26 provinces du pays. Et après les consultations, nous avons estimé nécessaire de tenir un atelier national pour que toutes les parties qui ont été consultées puissent vérifier si leurs observations jugées pertinentes ont été intégrées dans les drafts. Et donc, avant que ces documents n'aillent à l'atelier pour validation, nous avons estimé nécessaire qu'ils passent par la cellule technique pour aussi requérir un certain nombre d'observations. Le deuxième, le deuxième travail qu'on attend de la CONAREF, c'est élaborer une nouvelle loi foncière ou une loi modificative, ça dépend des options qui seront levées par les experts. Et enfin, essayer d'élaborer un plan foncier national. Voilà le travail qui est confié à la CONAREF. Je pense qu'au fur et à mesure que vous assistez aux différentes réunions, vous allez découvrir ce qu'est la CONAREF et voir dans quelle mesure nous pouvons faire aboutir ce processus. Pour le moment, nous allons soumettre à la validation la semaine prochaine, dans une semaine et demie, l'atelier de validation du document de politique foncière nationale. Mais on travaille déjà évidemment sur l'architecture de la nouvelle loi foncière ou d'une loi modificative selon les cas. La CONAREF est soutenue par le fonds CAFI à travers l'ONU Habitat et le FONARED qui nous aident à financer les activités. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Alors, la justification de la réforme, il y a 2 principaux facteurs qui justifient aujourd'hui la réforme foncière. Les premiers types de facteurs sont des facteurs historiques. On a eu une histoire du régime foncier. Il y a eu d'abord ce temps avant l'arrivée du colonisateur. On a essayé de résumer un peu très brièvement ce que c'était. Et puis, qu'est-ce que le régime foncier a été après le choc de civilisation. Et puis, toute la construction du régime foncier dans l'histoire. On a essayé de le retracer parce qu'il y a là-dedans, dans les facteurs historiques, des raisons qui justifient la réforme. Donc, c'était important de pouvoir les passer en revue dans le document de politique foncière. Donc, toute la première partie, le premier chapitre du document de politique, il y a une section qui est consacrée à la partie historique. Et là, vous avez avant 1885, après 1885, jusqu'en 1908, et puis de 1908 en 1960, et puis de 60 à 73, on a eu la loi de 1973, et puis de là jusqu'à ce jour. On a fait ce parcours. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons qui justifient la réforme aujourd'hui, qui sont tirées justement des faits historiques. Deuxièmement, ce sont des facteurs qui sont liés au diagnostic. Hein. Et là, ce sont les 3 là. Au niveau des facteurs historiques, hein, ce qu'il faut résumer, ce qu'on a noté que dans l'histoire, il y a eu ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant l'expropriation des indigènes
par la notion de terre vacante qui a été introduite par le décret du 3 juin 1906. Vous voyez, toutes les terres qui n'étaient pas occupées ou exploitées d'une manière quelconque par les indigènes étaient présumées être des terres vacantes et ont été domanialisées. Et les chefs coutumiers, parce qu'on les a suffisamment écoutés, ont estimé que c'est à partir de là que la dépossession des communautés traditionnelles par rapport au foncier a été amorcée. Et vous savez que ça a continué avec la loi de 1973. Il y a également la nationalisation des terres. Il a été annoncé qu'une ordonnance présidentielle interviendrait pour pouvoir organiser le régime foncier rural. Et cette ordonnance n'a pas été prise jusqu'à ce jour. Ça fait qu'au niveau des terres rurales, il y a énormément de vides qui ne sont pas pris en charge au niveau du cadre juridique actuel. Et ça a entraîné beaucoup de malentendus et même des conflits, des tensions entre les chefs traditionnels et les administrations foncières et même les administrations des autres secteurs. Donc ce vide-là n'a pas été quelque chose de bien et pour nous, c'est une des justifications aussi de la réforme. Il y a la zaïrianisation et ses conséquences foncières, dont le renforcement de la thésaurisation foncière. Vous savez que des grandes superficies des terres étaient détenues par des entreprises qui avaient acquis des terres pendant le temps de la colonisation. Et après, lorsque la zaïrianisation a été décidée, les terres sont passées entre les mains d'autres, des acquéreurs, mais qui ne les ont pas valorisées. Et aujourd'hui, partout sur l'ensemble du territoire national, le statut de ces terres-là reste ambigu aujourd'hui. Il y a des communautés qui tentent de les revendiquer pour pouvoir dire, bon, ok, ce n'est pas valorisé, on nous a pris ces terres pour pouvoir organiser le régime foncier au niveau rural. Et donc ces tensions-là, ce n'est pas bon en termes d'attractivité d'abord des nos terres. Vous voyez, quand il y a déjà des conflits entre les administrations et les communautés locales, aucun investisseur sérieux ne peut venir dans cette configuration-là. Deuxièmement, c'est la prédominance des pratiques administratives et coutumières de sécurisation foncière en marge de la loi, en raison de la lourdeur des procédures et des coûts informels exorbitants. Ça, c'est ce qu'on vit dans toutes les villes. Hein. On se rend compte que, compte tenu de la complexité des procédures, la lourdeur des procédures, il s'est développé des pratiques au niveau des villes, hein, des pratiques administratives qui consistent par exemple pour les chefs de quartier à utiliser la fiche parcellaire comme étant un titre de propriété, qui justifie l'occupation d'une terre, alors que dans le régime foncier, comment on appelle ça, la fiche parcellaire n'est pas inventoriée comme un titre de propriété. Voyez? Et vous avez également au niveau des communes, c'est dans toutes les villes du pays où les communes établissent aussi des types de documents. Vous avez des attestations de propriété, ça s'appelle différemment selon les communes dans une ville ou selon les régions, les provinces. Il y en a qui délivrent des attestations d'occupation parcellaire, d'autres attestations de propriété. Il y a autant de documents comme ça qui sont délivrés et auxquels les gens attribuent une certaine forme de légitimité parce que c'est accessible, c'est facile à avoir. Voyez? Et il y en a qui se contentent de ça. Ça, c'est au niveau des villes. Mais nous avons également questionné sur le monde rural un certain nombre de pratiques qu'on a observées où initialement c'était l'oralité. Hein. Le régime foncier coutumier était un régime oral. Mais on a vu se développer dans presque la plupart des provinces du pays où les chefs coutumiers établissent des types de documents, actes de cession, parfois on l'appelle certificat foncier coutumier, et ça c'est au Sud Kivu qu'on a vu se développer ces pratiques-là. De plus en plus, il y a une tendance à aller vers l'écrit avec des tout petits papiers, des petits documents qui sont établis et qui servent de preuve de transactions foncières et de preuves de droits fonciers. Vous voyez, c'est tellement généralisé que nous l'avons répertorié comme une problématique majeure
dans le cadre de cette réforme et qui demande bien sûr des réponses appropriées. Troisièmement, c'est le vide juridique qui renforce le climat d'insécurité foncière. J'ai parlé de l'ordonnance là, mais il y a aussi d'autres textes qui étaient prévus. Par exemple, des textes qui devraient organiser le régime des biens publics, privés comme des biens publics, oui, des biens de l'État. Il y a des vides qui aujourd'hui renforcent l'insécurité, y compris pour l'État lui-même. Centralisation de l'administration foncière qui est en déphasage avec les évolutions enregistrées en matière de décentralisation et d'organisation des services publics. Au fait, la question qui est posée ici, c'est la question des circonscriptions foncières qui sont aujourd'hui responsables de la certification des droits fonciers. Ce qu'on relève, c'est quoi? C'est qu'on a une nouvelle constitution qui, dans la répartition des attributions entre le pouvoir central et les provinces, la Constitution fait de la délivrance et de la conservation des titres fonciers une compétence exclusive au profit des provinces. Or, les circonscriptions foncières sont des services techniques déconcentrés du pouvoir central qui rendent compte au secrétaire général et au conservateur en chef, mais qui continue à exercer une attribution qui, en vertu de la Constitution aujourd'hui, relève plutôt des pouvoirs exclusifs des provinces. C'est un malentendu qui a été rappelé par les provinces. Je me rappelle qu'on a eu des débats très chauds là, spécialement à Goma et à Ituri, où les provinces revendiquent d'entrer dans l'effectivité de leurs compétences, telles que reconnues par la Constitution, pour qu'elles puissent commencer elles-mêmes à organiser la certification et les transferts des droits fonciers. Par ailleurs aussi, nous ne devrions pas perdre de vue que, parce qu'il faut regarder aussi les autres disciplines du droit. Aujourd'hui, nous avons un droit administratif qui a évolué. Vous savez que nous n'avions pas un texte organique sur l'administration publique. On avait une loi de 1981 82 ou 81, qui organisait la fonction publique. Pas organisée, mais qui fixait le statut, voilà, de la fonction publique. Mais actuellement, nous avons, depuis 2016, une loi sur les services publics et qui permet aujourd'hui à la fois aux provinces et aux entités locales de se doter de leurs propres services publics pour la prise en charge des matières exclusives qui relèvent de l'autorité des provinces. Voyez? Et donc, il faut organiser les institutions de gestion du foncier qui soient aussi en phase avec les évolutions que le pays a enregistrées, surtout sur le plan de l'organisation des services publics. Donc, comme c'est une matière exclusive de la province, je pense qu'il faut migrer vers l'organisation des services publics provinciaux et locaux qui soient elles-mêmes responsables de la délivrance et de la conservation des archives. Un développement urbain, un autre facteur, insuffisamment planifié et a entraîné l'entremêlement institutionnel conflictuel entre les systèmes traditionnels et le régime urbain et l'administration foncière. Aujourd'hui, les villes s'étendent et continuent à s'étendre sur des terres coutumières, si on peut le dire comme ça. Et elles s'étendent d'une manière qu'on n'arrive pas à prendre en compte le fait que les terres coutumières ont un régime spécifique et sont sous gestion des chefs traditionnels. Donc les décrets, je crois, qui créent les villes ou qui étendent les villes n'intègrent pas le fait qu'il faut d'abord purger les droits coutumiers qui sont sur ces terres avant de les intégrer dans les villes. Donc les procédures ne sont pas respectées, des groupements incorporés, c'est-à-dire c'est des terres urbaines mais sous l'autorité des chefs traditionnels. Mais le régime de ces terres-là n'est pas clairement affirmé pour qu'il y ait de la clarté entre un chef de quartier et un chef de groupement incorporé. Quelles sont les implications qu'il faut en tirer sur le plan foncier? Vous voyez? Donc ça, c'est des questions également qui figurent au titre de diagnostic du secteur foncier et qui appellent des réponses dans le cadre de la nouvelle politique. Et puis, vous avez ce que j'ai déjà évoqué, la zaïrianisation et ses conséquences foncières. Partout où il y a des titres de large superficie zaïrianisés à l'époque, c'est l'objet des conflits intenses entre
les communautés et les occupants de ces titres-là. Ces occupants-là, aujourd'hui, parfois leurs titres sont déjà abrogés parce que vous savez que les titres fonciers ont une durée limitée à 25 ans et ça crée un statut ambigu à la base de beaucoup de conflits et de tensions. Nous ne pouvions pas, à l'occasion de cette réforme, ne pas cibler cela comme un problème et puis y apporter des réponses correspondantes dans le cadre de cette politique. Ensuite, il y a cette question des mouvements migratoires. Vous avez des migrations de populations massives qui sont liées parfois à des conflits au niveau, vous voyez à l'Est, des conflits d'instabilité politique, des guerres dans la partie Est qui entraînent que des populations entières sont obligées de fuir leurs terres pour aller s'installer ailleurs. Et là où ils s'installent, il y a déjà des problèmes fonciers qui sont créés. Et le jour où ils reviennent pour occuper leurs terres, ces terres sont déjà occupées par d'autres. Vous avez à l'Est comme ça autant de problèmes qui se posent et qui appellent des réponses adéquates dans le cadre de cette politique. Mais à part ça, cette question de migration, vous avez également les migrations climatiques. J'ai entendu qu'il y a 3 semaines, le Conseil des ministres a évoqué cette question des Mbororo. C'est des populations qui sont en train de fuir les zones sahéliennes du nord, là, le Tchad, et même beaucoup plus au nord, et qui sont en train d'entrer massivement avec leur bétail, leurs femmes, leurs enfants. Parfois, ils sont armés, et les autorités locales qui sont là, n'ayant pas de repères, donc ces gens avancent. Il n'y a pas très longtemps qu'ils étaient jusqu'à la porte de Kinshasa ici. Et il y a des répercussions foncières de ces types de mouvements, et pour lesquels on n'a pas de solution. Et c'est déjà bon que ce genre de questions soit déjà fasse l'objet d'une réunion du Conseil des ministres, parce qu'au fur et à mesure, je pense qu'on peut commencer à avoir des réponses pour adresser ce type de problème. Alors, un régime foncier marqué par des déficits en matière de participation publique. La terre, c'est le siège des intérêts des familles. Okay? C'est à travers la terre que les gens se nourrissent, c'est à travers la terre que les gens se logent, c'est à travers la terre que les gens se développent aussi, voyez-vous. Et donc, toutes les décisions censées être prises par le pouvoir public et qui ont des incidences sur les terres devraient être prises en tenant compte du droit pour ces gens-là de participer à ces décisions. C'est un principe moderne aujourd'hui que les personnes affectées par une décision soient associées au processus décisionnel concerné. Et donc, dans la loi foncière actuelle, vous n'avez aucun mécanisme qui permet, comme dans le régime foncier forestier par exemple, et dans les autres, parce que ça évolue, vous n'avez pas ce type de mécanisme qui permettent de faire participer le public, surtout le public qui est susceptible d'être impacté par des décisions à prendre. Et là, on a estimé que c'est une faiblesse. Ça a été également relevé au niveau des provinces, même des réunions qu'on a eues avec des experts. Et nous l'avons mis comme étant un des facteurs qui justifie la réforme. La fiscalité foncière, elle est inadéquate, elle est quasiment dysfonctionnelle. Dans plusieurs pays, les États vivent aussi de manière assez large des revenus d'origine foncière. Ici, chez nous, ça dysfonctionne un peu. Ça dysfonctionne. C'est à peine. Hein? Les administrations foncières sont plus focalisées, les administrations fiscales sont plus focalisées sur quelques contribuables qui sont au centre-ville et tout le reste de la ville n'est pas véritablement fiscalisé. Moi, je suis chez moi, ça fait déjà quelques années. Je n'ai jamais reçu, ne fût-ce qu'une sorte de contrôle de la fiscalité foncière pour savoir ce qu'on paye. On fait des sensibilisations, c'est vrai, mais il faut d'autres types de stratégies pour pouvoir faire en sorte que les terres deviennent rentables pour les provinces, pour les ETD et pour l'État central. Ce n'est pas encore le cas. Et ça a été identifié comme un des facteurs justifiant la réforme. La spéculation sur les terres rurales, qui est vraiment un grand facteur d'accaparement privatif des terres et d'évasion fiscale. Vous arrivez dans presque toutes les provinces, ça on l'a observé, c'est que les gens viennent négocier avec les chefs traditionnels
ils prennent 100 hectares, 1000 hectares, parfois jusqu'à 5000 hectares. Ils font l'enquête des vacances des terres et puis ils s'arrêtent là, voyez-vous. Et quand ils s'arrêtent là, la terre là qui est prise, elle est sortie du domaine coutumier de la communauté locale parce qu'il y a eu cette enquête qui a été menée. Mais par la suite, la terre qui est prise n'est pas mise en valeur. Il n'y a pas de mise en valeur qui suit. Et parce que l'intéressé n'est pas allé jusqu'à avoir la concession foncière et le certificat d'enregistrement, il n'est pas répertorié comme un redevable fiscal. Donc ça fait que les gens détiennent pour eux-mêmes, à titre exclusif, des larges superficies de terres sans les valoriser et après les avoir sortis du domaine des communautés locales et sans non plus payer les taxes qui sont dues du fait de cette occupation. Et ça entraîne quoi? La thésaurisation, le phénomène de la thésaurisation foncière. Et comme c'est un problème général dans toutes les provinces, nous l'avons également répertorié comme un des facteurs justifiant la réforme et demandant des mesures appropriées à travers les mécanismes de cette politique. Un contexte de gouvernance foncière qui ignore les principaux défis environnementaux. Aujourd'hui, il se tient à Glasgow, la COP26. Il y a des débats et des discussions autour de comment on va gérer cette question centrale qui est celle du changement climatique. Au niveau du foncier, nous ne pouvions pas non plus être indifférents face aux évolutions qui sont liées à la question du changement climatique. Comment faire en sorte que les investissements fonciers qui sont réalisés intègrent la préservation de l'environnement, le maintien de la biodiversité, le maintien de la couverture forestière. Voyez-vous, toutes ces questions-là, dans le régime actuel, au niveau de la loi foncière, il n'y a rien qui permet de faire une meilleure articulation entre le foncier, la manière dont on le gère, dont on l'exploite, et les préoccupations environnementales, parce qu'on n'a que cette planète. Si elle est détruite, il n'y a rien, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, la première fois que les gens sont arrivés faire le tour de la Lune et qui voyaient pour la première fois la Terre comme elle apparaît dans l'espace, les gens ont eu peur parce que c'était une sphère bleue scintillante avec, qui scintillait, mais dans un noir absolu de l'univers et le froid absolu de l'univers. Et c'est là qu'on a pris conscience que si on détruit cet espace rare ou le seul d'ailleurs qui peut recevoir la vie, si on détruit, on n'ira nulle part. Parce qu'il y a des distances terribles entre les astres et la Terre. Et donc on n'ira nulle part. Donc on a une question de responsabilité devant l'histoire, devant les générations futures, que nous puissions intégrer les défis environnementaux dans nos réflexions sur le foncier. Alors, c'est de l'ensemble de ces considérations, c'est tous ces facteurs, les facteurs historiques, les facteurs économiques que nous venons d'évoquer ici, les facteurs sociaux, les facteurs culturels, les facteurs institutionnels, les facteurs juridiques. C'est la somme de tous ces facteurs-là qui justifie aujourd'hui la démarche de la réforme que le gouvernement a initiée. Alors maintenant, avant de vous livrer la substance des projections pour l'avenir par rapport au foncier et que nous avons mis dans ce document de politique au niveau de la CONAREL, je veux juste rappeler très brièvement le processus d'où nous sommes venus. Nous sommes venus d'un atelier qui a été lancé en 2012, du 19 au 22 juillet. Je pense que certaines personnes, dont le professeur Kalamba ici, peut-être le secrétaire général, vous étiez encore à Goma, peut-être, ou à Bukavu, ont participé à ces réflexions. Et là, une feuille de route s'était dégagée. Après cet atelier, il y a une feuille de route. Mais la feuille de route n'avait pas été jugée suffisante pour pouvoir constituer un cadre programmatique pour le financement. Et on a demandé qu'elle soit déclinée en un document programmatique. Et nous avons effectivement contribué à l'élaboration du document programmatique de la réforme en 2013. Et c'est un document qui constitue le tableau de bord de la réforme. Je pense que, Albert, tu étais avec nous en Boudi
lorsqu'on s'est retiré, je crois, une équipe de 8 ou 9 personnes pour pouvoir élaborer ce document programmatique. C'était en 2013. Et ensuite, on a préconisé qu'il fallait une institution, une instance qui devait porter ce programme de réforme. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à la Commission nationale de la réforme foncière, qui a été mise en place par décret du Premier ministre en 2013. Et puis en 2015, on a eu une revue, une modification de ce décret pour pouvoir intégrer un certain nombre de considérations. Et puis on a avancé quand le programme CAFI est venu en RDC en 2016. La réforme foncière a été identifiée comme un des programmes phares. Je sais que le prof a dit tout à l'heure qu'à l'époque, c'était le gouvernement qui finançait tout, mais le fonds CAFI vient en appui parce que le secteur foncier, c'est la raison pour laquelle ce financement appuie la réforme foncière. Le foncier a été considéré comme un des facteurs de déforestation et de dégradation des forêts. Donc tous les secteurs qui ont été identifiés comme constituant des moteurs de la déforestation ont été répertoriés comme des secteurs qui devaient être réformés pour intégrer la préoccupation relative au changement climatique et la lutte contre les changements climatiques. Et puis après, on est arrivé à lancer ce programme de réforme en 2017 et ce programme a été finalement confié à l'ONU Habitat pour pouvoir gérer le financement lié à la réforme et en collaboration bien sûr avec la CONAREF et sous l'autorité du ministre des Affaires foncières. Et donc, le financement qui nous a servi pour avancer, aller très vite avec la réforme, c'est le financement CAFI. Et vous avez tous suivi qu'à Glasgow, le président a signé un accord avec CAFI pour le renouvellement de ce financement à hauteur de 500 millions pour la période qui va suivre de maintenant jusqu'en 2026. Et donc voilà le processus qui a été suivi. Nous sommes là dans un processus qui est financé par le fonds CAFI, qui fait l'objet d'un accord entre le gouvernement et le groupe des bailleurs de fonds au sein de l'initiative CAFI. Bon, voilà maintenant les mesures qui sont adoptées pour essayer de réformer le secteur foncier. Le premier, c'est la réorganisation du principe de la domanialité. On va revenir là-dessus. Deuxième, c'est l'institution d'un domaine foncier national. On va revenir là-dessus. Troisième, c'est la reconnaissance de la propriété foncière coutumière au titre de droit réel. On va revenir là-dessus. Restructuration des fonctions, responsabilités et compétences foncières. Simplification des procédures, allègement des délais et des coûts des procédures, gestion améliorée des processus de création et d'extension des villes, revue légale des titres fonciers de plus de 5 hectares pour contrer justement ce phénomène de la thésaurisation foncière, et puis un cadre pour la gestion des déplacements massifs des populations et des migrations. Ça, c'est des principales innovations qui constituent des réponses aux problématiques que je venais de passer en revue. Alors, monsieur le secrétaire général me demande d'aller très vite. Alors, la réorganisation du principe de la domanialité, l'idée centrale ici, c'est quoi? C'est qu'on ne met pas fin au principe de la domanialité, mais on essaye de le reconfigurer pour ce qui est justement nécessaire pour pouvoir assurer au bien public la protection qu'elle requiert. Parce que ce qui a été constaté, c'est quoi? C'est que il y a absence des dispositions particulières et coordonnées qui doivent régir les biens fonciers et immobiliers du domaine public et du domaine privé de l'État. La loi foncière a annoncé des dispositions particulières qui devaient être prises, mais ces dispositions n'ont pas été prises. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a également une autre contrainte, c'est voilà, les dispositions qu'on a aujourd'hui au niveau de la loi foncière ne permettent pas à offrir aux biens de l'État la sécurité juridique qu'elle mérite. Ça a entraîné quoi? Une spoliation à grande échelle des biens de l'État. Partout, dans toutes les provinces, vous trouvez des biens de l'État qui sont spoliés
par des particuliers, parfois avec la complicité des autorités publiques. Pourquoi? Parce qu'on a estimé que le régime juridique d'aujourd'hui ne comporte pas de garanties suffisantes pour pouvoir sécuriser les biens de l'État. Ça, c'est le constat. Maintenant, qu'est-ce que nous préconisons pour la réforme? C'est une nouvelle définition améliorée des respects proposés pour chacun des concepts suivants. D'abord, on a commencé par catégoriser. Vous avez, comme actuellement, ce n'est pas très différent, on maintient le domaine foncier public, on met le domaine foncier privé, les domaines fonciers publics, les domaines fonciers immobiliers privés. Alors, les 4 types de domaines qui sont là sont proposés d'ailleurs. Il y a l'article 98 de la Constitution qui permet aujourd'hui de séparer les domaines publics et privés, immobiliers et fonciers, de l'État central, des provinces et des ETD. Dans le régime actuel, tout est État. Mais quand vous lisez l'article 98 de la Constitution, il ouvre une brèche pour que désormais on ait un domaine public immobilier de l'État, des provinces et des entités territoriales déconcentrées. Et on l'a mis dans la nouvelle politique. Troisièmement, distinction entre le régime foncier public naturel du régime foncier public artificiel, avec chacun un régime spécifique pour l'affectation et la délimitation. C'est des éléments que nous avons aussi tirés du droit comparé. C'est pour aller dans le sens d'affinement du régime de gestion des biens publics de l'État. Alors, on a également préconisé de reconnaître de manière explicite la possibilité de constituer des droits réels privatifs sur le domaine public dans le respect du principe de l'inaliénabilité du domaine public. C'est déjà des évolutions qu'on a observées en France, au Canada et même dans certains pays africains ici, si bien qu'on parle aujourd'hui d'ailleurs du droit, du droit des biens, du droit administratif des biens. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et d'ailleurs, c'est le conseiller à l'époque, Kilomba, qui nous a amené un ouvrage qu'il avait acheté en France, où cette notion-là est très bien développée. Pour pouvoir aujourd'hui valoriser les domaines publics, il faut permettre aux privés de pouvoir constituer des droits réels sur les biens du domaine public pour pouvoir les valoriser. Et ça leur permet d'avoir accès, bien sûr, au crédit et à valoriser le domaine public parce que les fonds publics ne sont pas suffisants pour mieux valoriser le domaine public. Reconnaissance de la possibilité de conférer le statut de domaine public à des biens ou immobiliers privés en cas de location. Tout simplement, c'est que lorsque l'État veut louer plutôt un bien privé, foncier ou immobilier, ce bien-là devrait être préalablement inséré dans le domaine public à travers une procédure, bien sûr, à simplifier. Et ça se fait d'ailleurs déjà. Vous voyez, par exemple, la CONAREF, nous sommes aujourd'hui dans un bâtiment privé qui n'appartient pas à l'État. Mais là, du fait de l'occupation par la CONAREF de ce bâtiment, on fait de cette pièce-là, disons de cet appartement, le domaine public. Et il faut qu'il y ait des dispositions qui définissent clairement comment cette procédure-là sera mise en œuvre. Possibilité d'inventorier, de cartographier, de référencer les biens du domaine public suivant des modalités à définir ultérieurement par voie réglementaire selon les modalités prévues par la loi. Ici, ce qu'on a prévu, c'est qu'on ait une sorte de répertoire qui soit organisé et qui permet de retracer tous les biens publics et immobiliers de l'État. Nous n'avons pas de repères pareils dans le régime actuel. Ça va permettre d'abord de renforcer la sécurité et de les préserver, de les prémunir contre le risque de prédation, parce qu'ils seront identifiés, référencés, délimités à travers un système qui pourra être précisé ultérieurement dans la loi. Possibilité de matérialiser, de sécuriser le domaine immobilier privé de l'État, de la province et des ETD par des opérations de certification et donc des modalités qui pourraient être précisées par la loi. Ça veut dire tout simplement que le domaine privé de l'État, surtout foncier, ne sera plus aussi étendu qu'il l'est aujourd'hui.
parce que c'est d'abord difficilement maîtrisable par l'État lui-même. Donc on a voulu avoir un concept de domaine foncier privé, y compris immobilier, qui puisse être délimité, certifié, comme c'est des biens du domaine privé de l'État, soumis au droit privé également. C'est-à-dire que sur ces biens-là, l'État pourrait avoir un titre dans le commerce comme tout particulier. Vous voyez, s'il faut par exemple un certificat de propriété de l'État pour ces biens-là, pour tout le monde, l'État aussi aura besoin d'un certificat de propriété pour ce type de biens. Ça permet à l'État d'avoir des titres sur ses propres biens. Actuellement, il n'y en a pas et ça a entraîné beaucoup et ça, c'est des réflexions qui ont été déjà tenues au niveau des groupes thématiques et qui ont été acceptées. Alors, nous avons préconisé le concept de domaine national. Le domaine national, c'est au fait tout le reste des terres qui n'ont pas reçu une affectation particulière. Sur le domaine national, s'applique le droit coutumier. On dit bien le domaine national, pourquoi? Parce que la nation vient avant l'État. Donc c'est la nation qui investit l'État à travers les élections. C'est la nation qui adopte la Constitution à travers le référendum. Vous voyez? Et donc le domaine national, c'est quoi? C'est un bien qui appartient, disons, ce sont des terres qui appartiennent à la nation congolaise et la nation, elle est déclinée en autant de communautés locales. Nous sommes tous rattachés à une communauté locale quelque part. On est ressortissants tous d'une communauté locale quelque part. Et donc la nation, c'est la somme des communautés locales qui, congolaises bien sûr, et auxquelles les terres qui n'ont pas reçu une affectation particulière et qui relèvent donc du régime coutumier appartiennent. Comment peut-on construire dans des vallées? Je vous donne un cas. Imaginez-vous quelqu'un meurt dans la vallée, la nuit, et qu'on doit amener son corps vers la route. Imaginez le dessin. Le sol est une chose délicate à traiter. C'est pourquoi le sol appartient à l'État. Et l'État seul est responsable de la vie de ces sujets. Quand on me parle de ceci, j'ai 82 ans. J'ai été dans mon village. Eh bien, si vous allez aujourd'hui dans les villages, vous ne reconnaissez plus les anciens villages. Dans le temps, la vie était meilleure. Aujourd'hui, ce n'est plus là. Et à titre, comme professeur, j'ai l'occasion de voir des jeunes. Vous êtes de quelle province? Ils vous les donnent facilement. Quel district? Ça devient difficile. Secteur? Oh. Compliqué. Chefferie ou secteur? Il ne sait même pas. Autrement dit, il y a une évolution dans la vision de la terre. Alors, je voulais aider nos amis. D'abord, l'article 387, il était prudent de ne pas prendre la loi. Un moussakata n'est pas un mouche, au point de vue foncier. Un boudza n'est pas un moulouba, au point de vue foncier. Il faut laisser aux provinces organiser les terres coutumières, les coutumes comme il se doit. On ne peut pas prendre une loi principe. Alors, je crois qu'il faut faire attention. Le sol, regardez, il y a des éboulements à Kinshasa. On demande à qui? Le chef de l'État. On l'amène, on appelle le chef de l'État pour aller voir. Pourquoi on ne demande pas au chef coutumier qui a donné le terrain? On ne négocie pas avec le pouvoir. Là, je vous dis, si nous faisons un texte, croyez-vous que ce texte passera au Parlement? C'est ça notre but. Faisons un texte que le Parlement peut adopter facilement.
Ce code foncier, comme la code de la famille, a duré pendant 3 législatures. Parce qu'on discutait, ces messieurs ne sont pas bêtes. Ils étaient plus proches de chefs coutumiers. Alors je poserai la question à mon ami. Quel est le Congolais qui était à l'élaboration de la Constitution actuelle? Donnez-moi 1 ou 2 noms. Une Constitution faite à l'extérieur. Et alors, avec des étrangers qui ont mis de trop de choses dans la Constitution qui ne sont pas applicables. Je vous ai entendu parler de... non, la souveraineté permanente, c'est un droit commun. Tous les juristes savent que tous les États ont la souveraineté permanente. On pouvait même l'enlever dans notre Constitution sans nous faire du mal. Donc, bref, je crois qu'il y a moyen qu'on soit humble, qu'on propose quelque chose de simple pour arriver un peu plus vite dans une élaboration des textes. Quand je regarde, la ville de Kinshasa, il y a des routes communes, il y a des routes communales, provinciales et nationales. Autrement dit, il y a domaine public de l'État national, provincial et communal. Faut-il le dire? Non. Le domaine public artificiel ou bien naturel, c'est connu. On n'a pas besoin de ça. Moi, je crois que il faut, même quand vous êtes consultant à l'extérieur, consulter les vôtres avant de pouvoir écrire. Et puis, entre nous, je viens de voir dans ceci, on doit demander à l'extérieur pour approuver ce que nous faisons. Faisons attention. Nous avons 61 ans d'âge. Et à 61, on est capable de se gérer, j'ai dit. Les experts, c'est non. Je voudrais que chacun de nous soit conscient de cela et apporte sa propre contribution dans les 10 jours. Ça permettra ainsi à tous nos consultants, ainsi qu'à la CONAREF, de pouvoir, le secrétariat permanent, de pouvoir consolider le travail et permettre à ce que le travail soit finalement accepté par tout le monde. Si nous contribuons, nous allons permettre en tout cas à ce que cet atelier soit une réussite. La terre, c'est une matière assez délicate. C'est une matière assez délicate. Et donc, nous devons avoir de l'attention sur la gestion de cette matière-là. C'est la source de plusieurs personnes, ou de nous tous. C'est autour de la terre que nous vivons. Et donc, imaginer la réforme foncière, c'est imaginer d'organiser la vie de toute une nation. Nous avons intérêt à y mettre tout le sérieux. J'espère personnellement que cette session, qui est la 6e, pourra permettre que l'organisation de cet atelier, en date du 12, du 15, en date du 15 jusqu'au 17, puisse être une réussite. Je voudrais ici demander au secrétariat permanent de pouvoir intégrer les personnes ressources. Nous aurons besoin de personnes ressources pour la réussite. Voyez-vous, j'imagine un des intervenants, pour ne pas le citer, Maître Baka, a voulu comprendre qui ont été consultés. Et donc, n'oubliez pas d'intégrer de manière plus large les personnes qui ont été consultées.
ou d'autres qui n'ont pas été consultés, qui ont été oubliés. Ce sera l'occasion pour ces personnes-là de pouvoir enrichir le travail. Et enfin, je vous remercie pour l'assiduité dont vous avez fait montre et pour l'intérêt. Je pense que nous avons passé une journée de travail et c'est une journée très intéressante pour la suite de la réforme foncière en cours. C'est donc en ces termes que je clôture cet atelier et je vous souhaite de passer un agréable après-midi. Je vous remercie. Nous venons de terminer une réunion importante de la cellule technique. La CONAREF a 4 organes. Il y a le comité de pilotage qui est constitué des ministres dont les attributions ont un rapport avec les fonciers. Les mines, c'est sur la terre, l'environnement, c'est sur la terre, l'aménagement du territoire sur la terre. Tous ces ministres, une dizaine, se regroupent en comité de pilotage. Le deuxième organe, c'est la cellule technique qui est constituée de tous les experts de différents ministères, de la société civile, le secteur privé, le monde scientifique. C'est en fait les chefs coutumiers. C'est l'organe qui assure la représentation de tous les acteurs au processus. Il y a le secrétariat permanent et les coordinations provinciales. Pour revenir à votre question, c'est la cellule technique, le deuxième organe des experts qui viennent de se réunir pour pouvoir jeter un coup d'œil et donner leurs observations sur les documents de politique foncière nationale que nous voulons proposer à l'atelier du 15 au 17 novembre à Pullman. Nous avons du 15 au 17 un grand atelier national qui va regrouper plus de 300 personnes pour pouvoir valider les documents de politique foncière nationale. En d'autres termes, nous avons mené les consultations sur les documents de politique foncière nationale pour lever les grandes options de comment doit être gérée la terre. Comme c'est sensible, nous avons mené des consultations dans les 26 provinces. Maintenant, nous voulons organiser un atelier national pour que toutes les parties prenantes qui ont été consultées dans les 26 provinces puissent valider les documents et voir si leurs préoccupations, leurs observations jugées pertinentes ont été intégrées. Mais avant d'aller à l'atelier, il était nécessaire que la cellule technique puisse aussi jeter un regard sur ces documents, donner ses observations pour que nous puissions avoir l'aval de la cellule technique avant d'aller à l'atelier. Puisque jusqu'après l'atelier, nous allons encore aller en groupe thématique pour finaliser le travail en intégrant toutes les observations. Nous allons, après l'atelier, aller en comité de pilotage pour que les membres du gouvernement, membres du comité de pilotage, puissent aussi examiner ces documents, assurer l'appropriation politique du document avant que ces documents soient récupérés par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires foncières, pour présentation en Conseil des ministres. Voilà un peu l'objet de notre réunion de tout à l'heure.